Les États-Unis ont bombardé le Nigeria le 25 décembre, hier, alors que des millions de familles étaient en train de fêter Noël en Afrique et ailleurs dans le monde. Une information tombe et secoue le continent. Les États-Unis ont mené des frappes militaires au Nigeria, plus précisément dans l'état de Sokoto, au nord-ouest du pays. Mais attention, les médias disent qu'il ne s'agit pas d'un bombardement du Nigeria ou d'une attaque contre le gouvernement d'Abuja, encore moins d'une déclaration de guerre. Officiellement, c'est une opération ciblée contre les positions de l'État islamique conduite par l'armée américaine en coordination et en accord avec le gouvernement nigérian, gouvernement qui n'a pourtant rien fait. Le truc, c'est que derrière cette opération militaire présentée comme technique se cachent des enjeux géopolitiques immenses. Souveraineté africaine, influence américaine, instrumentalisation de la religion et sécurité globale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qui dit vrai? Qui exagère? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'Afrique? Je vous explique tout sur Penser le Monde. L'opération a eu lieu le 25 décembre 2025 dans l'état de Sokoto et visait, selon les médias, des camps et infrastructures de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'annonce n'est pas venue d'une rumeur ou d'un média obscur, mais directement du président américain Donald Trump lui-même via Trust Social, où il décrit des frappes puissantes et mortelles contre des terroristes qu'il accuse de cibler principalement les chrétiens du Nigeria. Dans la foulée, le commandement militaire en Afrique, AFRICOM, confirme l'opération. Le gouvernement nigérian, lui aussi, confirme l'opération et le ministère nigérian des Affaires étrangères parle officiellement de frappes de précision menées dans le cadre d'une coopération sécuritaire existante entre les deux pays. Le discours officiel est donc clair. Ce n'est pas une intrusion américaine, mais c'est une opération coordonnée, autorisée et conjointe. Sur le plan militaire, l'opération est particulièrement intéressante. Contrairement aux habitudes américaines en Afrique, où Washington utilise souvent les drones ou alors les avions furtifs, cette fois, ce sont plus d'une douzaine de missiles de croisière Tomahawk qui ont été tirés depuis les navires américains stationnés dans le golfe de Guinée. Ces missiles sont des armes de précision longue portée, capables de frapper avec une grande exactitude, sans exposer des pilotes au danger. L'objectif affiché était donc clair: détruire les infrastructures et neutraliser les combattants de l'État islamique. Tout ça, je vous parle du cadre officiel. Pour l'instant, AFRICOM indique que plusieurs terroristes ont été tués sans donner le chiffre exact et aucune preuve crédible de victimes civiles n'a été rapportée à ce stade, même si les évaluations sont toujours en cours. Mais c'est justement là que la question devient sensible. Si le terrorisme existe bel et bien au Nigeria, si les chrétiens sont effectivement victimes d'attaques, des ONG montrent aussi une réalité beaucoup plus complexe. Sur les dizaines de milliers de civils tués ces dernières années, il y a beaucoup qui sont des musulmans. Et le conflit ne peut pas se réduire à une simple persécution religieuse. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, on lisait ça. Nigeria, au moins 5 morts dans un attentat contre une mosquée à Maiduguri. Il y a au moins 5 personnes qui ont été tuées et 35 autres blessées lorsqu'un suspect présenté comme un kamikaze a déclenché un engin explosif à l'intérieur d'une mosquée à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, pendant la prière du soir, ont indiqué le 25 décembre les autorités policières. Donc ça s'est passé le 25 décembre. Hier toujours, l'explosion s'est produite vers 18h heure locale à la mosquée Al-Adoum, alors que les fidèles étaient rassemblés pour la prière du soir. Des témoins ont fait état de scènes de panique, tandis que les blessés étaient évacués en urgence vers l'hôpital universitaire de Maiduguri et l'hôpital spécial de l'État. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. C'était pendant la prière que la bombe a explosé. C'est la volonté de Dieu, mais personne... Bref, je lis. C'est la volonté de Dieu, mais personne ne peut donner de détails sur la manière dont cela s'est produit, a déclaré Masta Dalori, un responsable de marché local, cité par Reuters. Aucune revendication pour le moment, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque à ce stade. Elle survient dans un contexte de préoccupation sécuritaire accrue dans le nord-est du Nigeria, une région en proie depuis près de 15 ans à une insurrection menée par le groupe Boko Haram et sa faction dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Donc, nord-ouest attaque, nord attaque, nord-est attaque aussi. Ces groupes ont multiplié les attaques contre les civils, des lieux de culte et des marchés, faisant des dizaines de milliers de morts et provoquant le déplacement de millions de personnes. La police nigériane a confirmé le bilan humain et indiqué que des équipes spécialisées dans les déminages avaient bouclé la zone. Des opérations de ratissage sont actuellement en cours, menées par des unités de neutralisation des explosifs, a précisé Kenneth Dasso, le porte-parole de la police de l'État de Borno, ajoutant que les enquêtes avaient été ouvertes et appelant les habitants au calme et à la vigilance. Comment se calmer quand on ne sait pas la prochaine fois que quelque chose va exploser?
Est-ce que ce sera devant nous, derrière nous, quelqu'un que l'on connaît et j'en passe? Par contre, pour intervenir au Bénin, ils étaient prompts. Là, on a découvert qu'ils avaient des armées et ils étaient bien équipés. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour expliquer que les violences au Nigeria sont aussi liées à des enjeux économiques, à des enjeux géopolitiques, territoriaux, ethniques, à l'échelle de l'État dans certaines régions. C'est extrêmement complexe. On connaît même d'ailleurs qui se cache derrière ce genre d'organisation. La rhétorique de Trump, déjà très religieuse, risque d'être instrumentalisée en conflit grave et en confrontation religieuse mondiale. Au Nigeria, la réaction officielle est plutôt positive du gouvernement. Parce que le gouvernement a confirmé, a même dit qu'ils ont approuvé et parle d'une coopération sécuritaire nécessaire. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des voix nigérianes, comme celle de l'activiste Omoyele Sowore, qui dénonce une perte de souveraineté, une capitulation face à Washington et le risque de transformer le Nigeria en un terrain expérimental de l'armée américaine. Sur les réseaux sociaux, les gens sont extrêmement mécontents. La société se divise. Il y a certains, un petit groupe de gens, comme d'habitude, qui applaudissent, mais l'écrasante majorité crie à l'ingérence impérialiste et à l'humiliation nationale même d'ailleurs. Et c'est là que se pose la question centrale, celle de la souveraineté africaine. Si les États-Unis peuvent frapper au Nigeria aujourd'hui avec l'accord du gouvernement, qu'est-ce que ça signifie pour demain? Est-ce une simple aide ponctuelle contre le terrorisme ou alors le début d'une normalisation de la présence militaire américaine en Afrique? Des médias chinois comme Global Times y voient clairement une extension de l'influence américaine sur le continent africain. L'Afrique est aujourd'hui au cœur d'un affrontement géopolitique mondial. La Chine y est présente économiquement, la Russie militairement, la France tente de se maintenir dans ce qui lui reste encore du peu d'influence et les États-Unis deviennent de plus en plus offensifs. Le Nigeria, géant démographique, puissance régionale et acteur stratégique, est une pièce majeure dans le grand échiquier. Frapper ici, ce n'est donc pas neutre. Je le dis très clairement. Alors, est-ce que c'est une manipulation? Une fausse information, une opération inventée? Malheureusement, non. J'aurais bien aimé, mais aujourd'hui, les faits sont solides. Déjà, il y a les médias classiques occidentaux, BBC, Reuters, CNN, New York Times et RFI, qui ont parlé de l'affaire. Puis, il y a Africom, le service de communication de l'armée américaine en Afrique, qui a confirmé. Jusque-là, on peut encore douter. Le point est que même le gouvernement nigérian a confirmé l'événement. Même les médias critiques des Occidentaux reconnaissent la réalité de cette opération. Aucune source sérieuse ne parle d'un fake, ni d'une fausse frappe maquillée. Les frappes sont réelles et les enjeux qui en découlent sont extrêmement sérieux. Ce qui est certain dans cette affaire, c'est que les États-Unis ont frappé au Nigeria. Je ne sais pas si c'est avec l'accord officiel des autorités nigérianes. Ils disent que c'est le cas. Et ils ont frappé contre des groupes terroristes sans preuve actuelle de manipulation sur les cibles. Mais derrière ces faits techniques demeure une question brûlante. C'est l'instrumentalisation religieuse, les intérêts politiques américains, la souveraineté africaine et la possibilité d'une présence militaire américaine de plus en plus normalisée en Afrique. Et pour nous, Africains, il y a une question qui s'impose. À partir de quand une coopération militaire cesse d'être une aide et devient par exemple une tutelle stratégique? L'histoire du continent nous a appris au moins une chose. Aucune puissance étrangère n'intervient sans intérêt. Aucune. Je dis bien aucune. Les États-Unis frappent donc militairement le Nigeria. Et pendant que Washington se félicite, que le gouvernement nigérian aussi, timidement la tête, et que les médias sont en train de relayer sagement la version officielle, vraiment, il y a une question qui se pose. Qui contrôle donc réellement le Nigeria? Et surtout, une autre question. Qui décide désormais de la guerre et de la paix sur le continent africain? Le point, c'est quoi? C'est qu'au-delà des communiqués diplomatiques bien formatés, bien écrits, c'est un précédent extrêmement grave qui vient d'être créé. Les États-Unis prétendent avoir frappé des positions de l'État islamique. Très bien. Mais sur quelle base devrions-nous les croire? Parce que c'est Africom qui l'a dit? Parce que les médias occidentaux l'ont répété? Parce que le gouvernement nigérian, incapable de protéger sa propre population, a validé l'opération pour sauver la face? Peut-être même qu'ils ont validé après coup. Donc les Américains ont d'abord frappé, puis on dit bon, c'est nous, validé. Donc rien, absolument rien ne prouve aujourd'hui que les cibles étaient réellement celles annoncées. Nous n'avons ni preuve indépendante, ni enquête neutre, ni observation internationale. Nous avons juste les déclarations américaines acceptées sans la moindre contestation par Abuja. Et l'histoire nous oblige à être très méfiants. Parce que ce n'est pas la première fois que Washington sait, affirme, jure, et que la vérité plus tard détruit le mensonge. On se souvient de l'Irak en 2003. Voici comment, il y a 20 ans, le plus gros mensonge de l'histoire allait tuer des centaines de milliers d'innocents et changer le monde à tout jamais. Ça commence avec cette image historique. C'est le 5 février 2003,
Et on voit Colin Powell, alors secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive, une fiole d'anthrax à la main, pour convaincre la communauté internationale d'attaquer l'Irak. Une comédie et une tragédie à la fois. Une comédie parce que Colin Powell lui-même n'était absolument pas convaincu par cette image-là, mais en même temps une tragédie parce qu'à cause de ce comportement-là, à cause de cet affichage-là, nous avons sacrifié des Américains et des Irakiens, nous avons perdu des milliers et des milliers d'individus. Les 3 raisons pour aller en guerre contre l'Irak invoquées par les États-Unis étaient toutes fausses. Première raison, démanteler les fameuses armes de destruction massive. Dans les années 90, nous avons détruit, la communauté internationale a détruit la totalité des armes de destruction massive. On savait tous très bien, les Américains ont promis que depuis 91-92, le régime de Saddam Hussein ne disposait plus des armes de destruction massive. On l'a appris plus tard que la CIA était très dubitative sur les preuves et les sources de ces liens entre Saddam Hussein et les armements. Et donc, on a compris très vite, et aujourd'hui c'est totalement certifié, et George W. Bush lui-même l'a admis, qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Deuxième raison, pour établir la démocratie. La deuxième justification, c'était la lutte contre la dictature. Or, les États-Unis d'Amérique avaient en 2003 des liens très très forts avec des régimes au Moyen-Orient basés sur la dictature, beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que le régime de Saddam Hussein. De l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Égypte. Alors que lors de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, ça ne dérangeait pas les Américains de collaborer avec Saddam Hussein. Mais dès l'invasion irakienne du Koweït, en août 1990, qui déclenchait la première guerre du Golfe, la dictature de Saddam Hussein les gênait. Ça faisait aussi partie d'une stratégie qui était déjà étudiée il y a de nombreuses années par les néoconservateurs américains, celui de remodeler le Moyen-Orient et de le rendre plus démocratique, et en sous-main surtout d'aller renverser des régimes qui n'étaient pas à leur botte, si je puis dire. Des régimes qui, même s'ils avaient été alliés à un moment donné, mais lorsque Saddam Hussein a changé de politique, a déplacé le curseur et a contredire la politique et les visées américaines, on est allé le déboulonner. C'est une histoire d'alliés qui sont devenus des ennemis. Et enfin, troisième raison de l'invasion américaine en Irak, le régime de Saddam Hussein aurait eu des liens avec Al-Qaïda, accusé d'être derrière les attaques du 11 septembre 2001. On a très vite compris que c'était un mensonge. On savait qu'il n'y avait aucun lien ni entre l'Irak et Al-Qaïda, ni entre Saddam Hussein et les attentats du 11 septembre. Les 3 argumentations pour lesquelles les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak n'avaient absolument pas de légitimité. Les États-Unis ont affirmé avec le plus grand des sérieux devant le monde entier posséder des preuves irréfutables d'armes de destruction massive. Résultat, un pays détruit, des millions de morts. Et plus tard, un aveu officiel. Nous nous sommes trompés. Oups, désolé. Non, c'est pas qu'ils se sont trompés. Ils ont utilisé ce mensonge comme une arme stratégique. Pareil en Libye en 2011. Prétexte humanitaire, promesse d'une intervention limitée, discours sur la démocratie et la protection des civils. Résultat, un pays anéanti. L'État libyen effondré, le Sahel déstabilisé et les populations entières livrées dans un chaos incommensurable. On se souvient également des frappes dites ciblées en Afghanistan, en Somalie, au Yémen, en Syrie, où Washington à chaque fois jurait frapper des terroristes et où on découvrait des écoles, des familles, des mariages pulvérisés par des bombes intelligentes. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va juste croire comme ça aveuglément que les missiles Tomahawk qui sont tombés au Nigeria ont miraculeusement atteint uniquement des terroristes sans aucune bavure, sans aucun mensonge ou alors sans aucune arrière-pensée? C'est impossible, c'est strictement impossible. Le plus grave, c'est l'attitude du gouvernement nigérian, je trouve. C'est-à-dire, c'est la partie qui m'étouffe, qui me cale à la gorge. Ce qui vient de se passer est d'une gravité historique. C'est-à-dire, un pays africain souverain a autorisé une puissance étrangère à bombarder son propre territoire. Abuja applaudit, remercie, coopère. Ça dit, c'est terrible. Le Nigeria est même encore maître de sa sécurité, où il a officiellement externalisé sa souveraineté militaire aux États-Unis. Un État digne protège son territoire, contrôle son ciel, commande ses armées. Là, nous assistons à l'inverse. Washington décide, tire, annonce, et Abuja suit seulement. Et c'est là qu'une question dérangeante doit être posée. Si tout ceci n'est que coopération, pourquoi ce n'est pas l'armée nigériane qui a mené l'opération?
Les États-Unis fournissent déjà des armes, la formation, le renseignement et un soutien logistique au Nigeria. Si l'objectif est réellement d'aider, de renforcer les capacités locales, de soutenir un partenaire souverain, pourquoi ce sont les soldats américains qui tirent des missiles américains depuis des navires américains? Prenons un parallèle avec l'Ukraine. Là-bas, Washington livre aussi les armes, fournit le renseignement, entraîne, soutient. Mais ce sont les Ukrainiens qui appuient sur la gâchette, non? Les Américains passent leur temps même à répéter ces derniers mois que ce n'est pas leur guerre, qu'ils respectent la souveraineté des gens. Alors pourquoi ce principe disparaît soudainement au Nigeria? La question se pose d'autant plus que Washington fournit déjà des armes et de la formation et du renseignement à l'armée nigériane. Les experts occidentaux nous ont pondu plusieurs explications par rapport à ça. Ils ont sorti que non, ils étaient dans l'urgence. Notamment après une série d'attaques récentes et meurtrières, et ensuite, ils avaient une nécessité d'une précision extrême que les Américains estiment mieux garantie par eux-mêmes. Donc, ils sont tellement préoccupés par la vie des Africains. Certains analystes estiment aussi, toujours occidentaux, que cela traduit une méfiance vis-à-vis des capacités réelles de l'armée nigériane. Et bien sûr, il ne faut pas ignorer une dimension politique. Donald Trump présente cette action comme une mission quasi morale, divine, celle de protéger les chrétiens du Nigeria. Mais tout ça ne veut absolument rien dire. Les problèmes au Nigeria ne datent pas d'hier. Et le partenariat militaire entre le Nigeria et les États-Unis ne date pas d'hier. Non, ça ne date pas d'hier non plus. Preuve que les militaires occidentaux ne nous apprennent rien. Donc, je ne sais pas à quoi ils servent. Ils ne nous servent strictement à rien. Donc, deux possibilités qui expliquent que ce soit directement les États-Unis qui ont tiré et pas l'armée nigériane. Soit les Américains ne font pas du tout confiance à l'armée nigériane et considèrent qu'elle est incapable de mener elle-même des frappes de précision, ce qui est un aveu très humiliant et dramatique pour un pays qui se présente comme une puissance régionale. Soit Washington veut garder le contrôle total de l'action militaire parce que derrière la lutte contre le terrorisme se cachent ses propres objectifs stratégiques que le Nigeria ne sait même peut-être pas. Et dans les deux cas de figure, le Nigeria est perdant. Je dis bien dans les deux cas de figure. Ce n'est plus une assistance, c'est un remplacement de souveraineté. Ce n'est plus un partenariat, c'est une tutelle militaire déguisée. Et c'est ainsi que l'on commence à normaliser l'ingérence. Aujourd'hui, c'était contre le terrorisme. Demain, ce sera contre la stabilité régionale. Après-demain, ce sera pour la sécurisation des intérêts américains. C'est comme ça que ça avance. Toujours avec la même recette. Un discours moral, des médias complices, un gouvernement africain docile et une domination qui s'installe. Tout cela rend encore plus ridicule les promesses de Donald Trump. Pendant des années, il a juré qu'il allait mettre fin aux ingérences américaines, qu'il respectait la souveraineté des nations, qu'il se concentrerait d'abord sur l'Amérique. Aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes. C'était juste du bavardage. Comme d'habitude, on savait, de toute façon, personne n'y croyait. La souveraineté vaut pour ceux que Washington choisit de respecter, ou alors qui ont su se faire respecter de force par Washington. Pour les autres, elle efface ça au premier missile. Le danger est imminent. Cette frappe ne renforce pas le Nigeria. Elle ne règle pas le terrorisme. Elle ne sécurise pas durablement la région. Elle installe en fait une logique terrifiante. Les États-Unis peuvent frapper l'Afrique et s'auto-justifier après. Les gouvernements africains peuvent céder sans rendre compte à leur peuple. Et les médias peuvent valider la version officielle sans aucune enquête indépendante. Alors oui, une question centrale se pose désormais au continent africain tout entier. Est-ce qu'on veut continuer à vivre sous une souveraineté théorique pendant que les puissances étrangères décident concrètement pour nous? Est-ce qu'on veut d'une Afrique sous assistance militaire permanente? On va accepter qu'un précédent comme celui-ci ouvre les portes à toutes sortes de dérives? Parce que l'histoire nous l'a déjà montré. Derrière les opérations précises, morales et justifiées, il y a rarement la paix, mais très très souvent le chaos. Désormais, plus aucun pays africain n'est en sécurité. Tout le monde pourra être frappé et après on va expliquer qu'il y avait les terroristes là-bas. Point à la ligne. Donc, réalisant en fait le danger de ce qui est en cours. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh,